Mesdames, Messieurs, bonjour, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Alors je suis dans l'Aube, tout près de Troyes, au pays du Chaours, cet excellent fromage. Alors justement, je suis parti à la rencontre d'un jeune agriculteur qui produit ce fromage, enfin qui produit du lait pour fabriquer ce fromage. Et puis vous allez voir, il est aussi céréalier et il a du très beau matériel. Vous attendez le sommaire ? Oui, tant que Jean-Paul l'a pas lancé, je le fais pas. Bon d'accord, je suis de bonne humeur, alors on y va. Oh et gentes dames et gentes damoiseaux, bienvenue dans la 285e émission Power Boost. J'espère que ça groove pour vous, chez nous en tout cas ça défile pas mal, puisque cette semaine on est parti chercher du neuf aux quatre coins de la France. Vous voyez plutôt, on est parti dans l'Aube d'abord, chez Cyril Finot, éleveur et céréalier. Regardez-moi cette moisse batte de chez Classe. Et ce robot de traite, tout ça, c'est chez lui. Puis on passe à Paris, vous devez connaître la chanson, on est fan d'innovation, alors Axel Lemaire, secrétaire d'État en charge du numérique de notre émission, c'était aussi naturel c'était naturel quoi. Puis flashback dans la Marne, avec notre rubrique Le saviez-vous, on a parlé légumineuses avec Jean-Paul Daouz. Enfin, parlons peu, parlons bien, parlons musique. Non, je déconne, parlons bifton. Si vous hésitez à investir dans un tracteur, on pense que c'est le moment. On vous explique pourquoi. Pas de temps à perdre, c'est parti, je lance le top départ et une bonne plâtrée de news bien sûr. On voit les deux qui suivent devant. C'est parti. Les majors du machinisme ont souffert au premier trimestre 2015. Après une année 2014 délicate, le rebond espéré n'est pas venu. L'exemple le plus marquant est celui du groupe AGCO qui a perdu 30% de ses ventes en ce début d'année. Citons aussi la division agricole de CNH Industrial, représentée par New Holland et CASDH, dont les ventes ont diminué de 40%. Comment expliquer une telle mauvaise passe ? En plus d'un marché européen globalement frileux, les grands groupes ont pris de plein fouet le ralentissement du marché nord-américain. Au mois de mars, seules 332 moissonneuses-batteuses ont été vendues aux États-Unis, soit moins de la moitié qu'en 2014. Le secteur table maintenant sur une reprise de l'activité à partir du mois de juin, notamment sur le marché français, afin de conjurer une crise qui commence à s'étirer. Les gangs des pays de l'Est spécialisés dans les vols de tracteurs sont toujours présents en France. La preuve, un nouveau vol a eu lieu dans la nuit du 3 au 4 avril sur l'atelier Nord-Sarthe du groupe Douillet. Ce sont deux tracteurs neufs de marque New Holland qui ont été dérobés. Fort heureusement, les forces de gendarmerie sont parvenues rapidement à localiser le convoi transportant les tracteurs. Le 4 avril à 11h, à la limite des départements de l'Aisne et de la Marne, deux patrouilles de gendarmerie ont procédé au contrôle d'un ensemble routier immatriculé en Roumanie, transportant les deux tracteurs volés au cours de la nuit. Les deux individus interpellés sont d'origine roumaine. Alors qu'un premier gang roumain avait été démantelé en janvier 2014, il semblerait donc qu'au moins une équipe de malfaiteurs soit de nouveau opérationnelle. Je vous l'avais dit, on va aller à la rencontre d'un jeune agriculteur qui est un éleveur, un céréalier et puis il fait aussi de l'entreprise, ce qui lui vaut d'avoir des belles machines. Cyril Finot, bonjour. Bon, alors on fait chauffer un peu la moisse batte là, mais pourtant l'orge elle est belle, mais elle n'est pas encore prête. Oui, mais il faut attendre encore une paire de semaines. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous aviez deux TX New Holland et puis on a cherché à vous vendre une classe Lexion 770. Est-ce que le débit de chantier est au rendez-vous ? Oui, le débit annoncé par le constructeur est bien là. C'est des machines qui avoisinent entre 5 et 600 quintaux à l'heure. D'accord. Alors, deuxième point, c'est vrai aussi que vous faites du pressage de paille, vous vendez de la paille. Vous avez opté pour une presse Krone, pourquoi ? Uniquement pour la densité des bottes. Parce que on estime, les bottes actuellement font entre 430 et 450 kg et avant on était entre 360 et 380 kg. Puis j'en reviens à la moissonneuse-batteuse, c'est vrai qu'avant vous aviez des machines à secoueur, vous êtes passé avec une machine hybride et c'est vrai qu'on dit souvent que les machines hybrides peut-être ne respectent pas aussi bien la paille. Est-ce que vous le pensez ou pas ? Non, c'est pas vrai, on adapte la vitesse des rotors suivant le volume de paille à travailler et aussi la vitesse d'avancement. Bon, on va se retrouver juste après, mais j'ai envie de vous faire découvrir une rubrique économie. Vous allez voir, il y a des idées intéressantes en matière d'économie et de défiscalisation. Si vous souhaitez acheter un tracteur, c'est le moment ou jamais. Une déduction exceptionnelle en faveur de l'investissement, valable jusqu'au 14 avril 2016, a été annoncée par l'administration fiscale.
Prenons l'exemple d'un tracteur acheté 150 000 € au 1er juillet prochain et amortissable sur 6 ans. Avec cette déduction fiscale, vous pourrez réaliser une économie d'impôt de 20 000 € jusqu'en 2021. Attention, il faut toutefois que votre entreprise soit soumise à l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur le revenu. N'hésitez pas à vous rapprocher du service des impôts pour bien connaître les conditions d'éligibilité. Alors Cyril, non seulement vous êtes céréalier, mais en même temps vous avez conservé un atelier vache laitière, on est devant un robot là. Pourquoi avoir conservé cette activité ? Sur la ferme, on est 4 associés, donc pour dégager de la valeur ajoutée et des salaires, il fallait, d'où l'intérêt de garder l'élevage. Alors, c'est vrai qu'on est en 2015, c'est la fin des quotas laitiers. Pour vous, ça va changer quelque chose ? Non, pas du tout, parce que vis-à-vis de la laiterie, on a toujours une autre référence, et donc comme on ne peut pas en faire plus vis-à-vis de la laiterie. Alors effectivement, vous êtes en appellation Chaours, donc vous livrez directement, je crois, 700 000 ou 750 000 litres de lait. Est-ce que demain, vous allez devoir en faire 1 million de litres de lait ? Non, pas du tout, parce qu'au niveau de l'exploitation, les bâtiments sont saturés et on n'a pas l'intérêt d'en faire plus. Et puis il n'y a pas intérêt à investir dans un autre robot ? Non, parce qu'il faut l'amortir assez vite. Alors Cyril, on va se retrouver dans votre tracteur, on va parler pulvérisation et économie de produits phytosanitaires. Mais juste avant, nous avons rencontré Axelle Lemaire. C'est la secrétaire d'État en charge du numérique. Elle visitait une pépinière d'entreprise à Paris dans laquelle il y a justement des entreprises en lien avec l'agriculture, des start-up agricoles. Axelle Lemaire, bonjour. Bonjour. Alors ça, je trouve ça très bien, l'innovation, mais pourtant quand vous êtes allé et quand vous avez invité des entreprises au Consumer Show à Las Vegas, il n'y avait rien en lien avec l'agriculture. Vous les avez oubliés ? Non, mais le salon de Las Vegas, le CES, c'est le Consumer Electronic Show. C'est un salon qui existe depuis plusieurs dizaines d'années et qui est très orienté grande distribution et objet de grande consommation. Donc c'est vrai qu'au départ, c'était l'électronique, ça allait des écouteurs en passant par la machine à laver, donc on n'est pas sur le segment dédié à l'agriculture. Alors nous sommes ici dans une formidable pépinière en plein cœur de Paris. Pourquoi ne pas créer des pépinières à la campagne ? Alors d'abord, il en existe déjà des pépinières à la campagne, beaucoup dans les territoires, et puis je crois comprendre que le village Baïséa a l'intention d'essaimer avec une ouverture d'antennes partout en France. Toute dernière question. Alors c'est vrai qu'aux États-Unis, par exemple, si on regarde la Silicon Valley, ce sont souvent ceux qui ont investi dans la technologie au sud de San Francisco qui vont au nord investir dans la vigne et dans la Napa Valley. En France, on a du mal à gérer à la fois le côté innovation et le côté traditionnel de l'agriculture. Stéphane Le Foll parle beaucoup d'agroécologie et souvent l'agroécologie c'est le caractère authentique, c'est le terroir. Or aux États-Unis on développe beaucoup, par exemple dans la Napa Valley, des fûts de chêne avec des compteurs digitaux dessus, ce qui est totalement impossible à imaginer en France tellement on est prisonnier de cette image passéiste. Est-ce qu'il ne vous faut pas changer aussi la vision de l'agriculture dans le grand public ? Alors oui, il faut changer la vision de l'agriculture dans le grand public. Vous avez raison de parler de vision et de perception parce que la réalité sur le terrain, la volonté des agriculteurs, elle est en réalité très en phase avec l'innovation. Les agriculteurs sont extraordinairement connectés dans notre pays. D'ailleurs, ils ont besoin de l'être pour faire partie d'un réseau et pour se tenir informés de la meilleure façon d'utiliser les technologies. Axelle Lemaire, merci beaucoup. Merci. Alors si maintenant vous regardez, vous avez envie de trouver un petit peu d'argent, j'ai la solution. Catherine Migaud, bonjour. Bonjour. Alors vous travaillez pour la Fédération du Crédit Agricole et si on a envie de financer un projet, si un téléspectateur a envie de financer un projet, il vous envoie cela par email ? Non, c'est un peu plus compliqué. Non, c'est pas compliqué, je dirais que c'est pas compliqué. D'abord, on les accueille, je reçois les startups. Et puis ensuite, on a un partenariat avec Capagro, qui est un fonds innovation, et dans lequel nous avons des participations, donc avec plusieurs partenaires, voilà. En revanche, si on veut être accueilli ici, dans le village Baïséa, c'est à vous qu'il faut s'adresser. Voilà, donc effectivement, mais nous avons aussi un comité de sélection des startups agri, en tout cas qui ont
le souhait, je dirais, de s'implanter dans le milieu agricole, qui ont des projets, qui ont un intérêt pour l'agriculture. Ce ne sont pas forcément des porteurs de projets qui viennent du milieu. C'est ça toute la richesse en fait de l'ouverture que nous offre le village Baïséa. Donc voilà, et ensuite on les fait pitcher devant ce comité de sélection et puis on les accueille dans ce village. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors Cyril, vous êtes au volant du T1830, est-ce que vous en êtes content ou pas? Oui, on en est très content. Vous l'utilisez pour quel type de travaux? On l'utilise uniquement sur les grandes cultures, donc pour faire le travail du sol, les labours, les semis. Et vous arrivez à l'amortir suffisamment? Oui, on fait aux alentours de 500-600 heures par an. Alors moi ce qui m'intéresse c'est de parler d'économie et d'économie de produits phyto en particulier. J'ai vu que vous aviez une rampe de pulvérisation avec un système de coupure de tronçons. Concrètement, vous l'utilisez sur combien d'hectares, depuis combien de temps et quel est le pourcentage d'économie de produits phyto que vous faites? Donc on l'utilise la barre de guidage depuis 5 ans. On traite sur une surface de 700 hectares. On estime économiser aux alentours de 10% de produits phyto. Et ça vous permet aussi de traiter la nuit certainement dans de meilleures conditions. Autre question, j'ai vu que vous avez un système qui permet d'adapter le pH ou la dureté de l'eau aux produits phyto. Est-ce que ça vous permet de réduire les doses? Oui, au niveau des désherbages, pas trop parce qu'on veut des champs relativement propres, donc entre 0 et 10%. Et en termes de fongicides, on descend jusqu'à 30%. Alors Cyril, on va se retrouver juste après, mais on va aller dans la Marne et on va parler de cultures intermédiaires. Jean-Paul Daouz, nous sommes ici en Champagne et c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a relativement peu de légumineuses en interculture. Pourquoi? J'y vois deux raisons, une technique, l'autre plus sociale. Effectivement, les légumineuses demandent à être implantées très tôt après la moisson. Les légumineuses implantées grossièrement après le 15 août ont peu de chances de réussir. Et donc, après la moisson, elle est différente des chômages. Les agriculteurs ont aussi envie de prendre un petit peu de détente et d'être absents. Et finalement, les dates d'implantation correspondent assez mal au temps libre post-moisson. C'est une des raisons, en dehors du prix des semences qui est bien sûr supérieur à celui de la moutarde seule, c'est une des raisons qui fait que les légumineuses sont assez peu représentées en interculture. Alors est-ce qu'il y a des solutions, des alternatives? Il y a des solutions, il y en a une qui pourrait consister par exemple à faire des semis directement dans les chaumes dans la mesure où la moisson n'a pas été dégradante, c'est-à-dire dans la mesure où la moisson n'est pas entrecoupée d'averses incessantes. On peut espérer un beau développement d'engrais verts semés de cette façon, mais très tôt, donc fin juillet, début août. Merci beaucoup. Je vous en prie. Vous voyez, moi j'avais envie de voir de près si cette orge était effectivement belle, si on allait aller vers de beaux rendements. Alors effectivement Cyril, on est parti sur une parcelle qui est assez superficielle, avec une variété STRL. Combien prévoyez-vous? Aux alentours de 75-80 quintaux l'hectare. En tout cas Cyril, merci beaucoup de nous avoir accueillis sur votre exploitation. Voilà, notre émission Power Boost touche à sa fin. Alors j'ai plusieurs choses à vous dire pour finir. Alors premièrement, si vous voulez tout savoir en matière d'innovation en agriculture, c'est très simple, il faut aller voir notre site média partenaire Agriculture et Nouvelles Technologies. Si vous voulez retrouver des vidéos, des extras, les enquêtes et les interviews de façon complète, vous savez que vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube. Et puis pour finir, vous le savez certainement, nous sommes partenaires du salon Les Terrénales qui aura lieu fin mai. Et effectivement, je vous invite à venir nous rejoindre là-bas. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine.